Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir, cher public, ce soir, donc mardi 25 mai 2021. Et nous sommes surtout très heureux aussi d'accueillir Annick Riani, qui est donc historienne, qui fait partie de l'équipe du Musée d'Histoire de Marseille au sein du service archéologie et qui va vous proposer ce soir en fait une conférence qui s'intitule « Pollution aux marges de la ville au XVIIIe et au XIXe siècle, formation et développement d'une zone manufacturière ». Donc je remercie Annick vivement pour ce nouveau rendez-vous, puisque Annick Riani fait partie des personnes qui très régulièrement proposent des sujets de conférences. Et aujourd'hui, ce sujet est assez passionnant et aborde plutôt l'histoire contemporaine de Marseille. Juste un mot aussi pour vous dire, et on est très heureux de vous l'apprendre, en fait ce sera le dernier rendez-vous, on va dire uniquement en diffusion numérique, puisqu'à partir du mois de juin, et vous savez que le musée est réouvert depuis le 19 mai, donc à partir du 15 juin, donc les nouveaux rendez-vous des mardis de l'histoire auront lieu également en diffusion numérique, mais surtout auront lieu en présentiel. Donc nous sommes très heureux en fait de vous l'annoncer de vive voix. Voilà, donc je vais laisser assez rapidement la place. En fait, je vais céder ma place à Annick Riani. Je la remercie encore et Annick, c'est à toi. Merci Jérôme. Je pense que beaucoup d'entre vous seront interpellés par cette image qui commence ce diaporama, qui montre le secteur de la Porte d'Aix, avec de grandes cheminées dont s'échappent d'épaisses fumées noires. Et ce n'était pas dans un temps si ancien, puisque c'était encore dans la première partie du XIXe siècle, et même la deuxième au moins. Alors, comment expliquer ces cheminées polluantes en pleine ville ? Eh bien, en parlant de la formation de la ville, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors rapidement, cette image pour vous montrer que Marseille n'a pas de faubourg. Et Marseille n'avait pas de faubourg depuis la guerre de succession du comté de Provence qui avait opposé Jeanne Ier et Robert de Duras dans la seconde moitié du XIVe siècle, au cours de laquelle on avait fait à plusieurs reprises détruire les faubourgs afin qu'ils ne puissent servir de relais à d'éventuels assiégeants. Alors, ce qui va en résulter immédiatement, c'est que les artisans vont être obligés de s'installer à l'intérieur de la ville. Habituellement, des activités polluantes, comme la tannerie par exemple, s'installaient hors des remparts de la ville, justement pour éviter trop de nuisances. Je vous montre aussi que le lazaret, parce qu'on y reviendra, est là installé aux Catalans. Et puis, vous voyez aussi un élément extrêmement important sur lequel on reviendra, c'est la présence de l'aqueduc. Alors, à l'époque moderne, la ville a triplé. Le lazaret, dont on va parler, a été reconstruit cette fois au nord de la ville. Vous voyez aussi la place du lazaret des Catalans que je viens de vous signaler. Et surtout, ce que vous voyez au nord de la ville, sous les remparts, c'est encore pas mal d'espaces verts dans la ville, derrière la Charité. Et puis, bien sûr, vous voyez les Carmes. Eh bien, c'est dans ce secteur que sont établis ou que vont s'établir la majorité de ces artisanats malodorants dont nous allons parler. Vous allez voir que ces jardins, ce qui est vert, ces jardins conventuels vont progressivement être totalement envahis et remplacés par des activités manufacturières. Alors, pour que s'installent des manufactures, il faut aussi qu'il y ait des conditions favorables.
Alors, les conditions favorables, on a parlé de l'aqueduc. En effet, l'aqueduc apporte l'eau et on a évidemment besoin de beaucoup d'eau pour travailler. Il apporte l'eau, puis il y a tout un réseau de distribution donc, qui se fait puisque le grand réservoir de la ville se trouve au couvent des Présentines. Autre chose qui est intéressante, c'est la présence d'un ruisseau, qui est le ruisseau de la Joliette, aux abords duquel sont installées tanneries et lavoirs à laine. Et ce ruisseau débouche sur le petit port de l'Anse de l'Ours. Vous voyez, que se passe-t-il là? Vous voyez aussi le... Ça, c'est pas le ruisseau, c'est le réservoir de la Joliette qui se trouve sur l'hélice extérieure de la ville et qui est également employé pour un lavoir à laine. Et puis, troisième chose à voir, ce que vous avez en pointillé bleu, ce sont au contraire des égouts qui permettent d'absorber les rejets, parce que ces tanneries produisent évidemment des déchets dont il faut se débarrasser, et j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, dernière chose, vous avez des facilités d'accès à cette zone, puisque nous savons que les bateaux arrivaient jusqu'à l'Anse de l'Ours et remontaient ensuite par le chemin de la Joliette. Alors, les conditions favorables, eh bien, j'y reviens. Vous avez l'implantation de la tuerie qu'on appelle aussi adoubadou, enfin c'est l'abattoir de la ville. Et les abattoirs de la ville, les abattoirs ont été rejetés hors des villes depuis l'ordonnance de Charles IX, parce que, en effet, les rejets, notamment les eaux, qu'on appelle les eaux de rouissage, sont particulièrement malodorantes. Et puis aussi, certaines personnes s'émeuvent du spectacle de l'abattoir. Donc on préfère que ce soit quelque chose de rejeté. Mais enfin, très tôt, c'est l'objet de préoccupations d'ordre hygiénique. Et la deuxième chose qui est figurée, qui est très importante, c'est le lazaret. Alors là, nous avons donc un plan qui est de la seconde partie du XVIIIe siècle, puisque vous voyez le lazaret agrandi après la peste. Et ce que vous voyez là de dessiné avec des petits points, ce sont les halles, ce sont des bancs. Les bancs sur lesquels on place à la fois les ballots de laine, on place les cuirs, etc. Donc pour éviter qu'ils ne véhiculent la peste. Et c'est important parce que, bien entendu, toutes les industries, comme les tanneurs, par exemple, ou les laveurs de laine, vont y trouver leurs sous-produits. D'autre part, on dira parmi les conditions favorables et qui font affluer les manufactures, il y a l'installation très ancienne et très précoce d'autres activités qui sont déjà polluantes. Alors je pense bien sûr à la manufacture des poudres et salpêtres qui a été fouillée par Ingrid Sénépard au boulevard Nodelec. La manufacture, lorsqu'elle a été établie, était dans un cadre complètement désert. Mais vous aviez aussi un lavoir à laine et un moulin qui fonctionnaient, au moins depuis le XVIe siècle, à l'embouchure du ruisseau de la Joliette. Alors évidemment, ces activités polluantes dégradaient l'environnement, et c'est cette circonstance même qui va expliquer aussi leur concentration. L'un amène l'autre. Donc on est dans une zone environnementale qui va devenir très dégradée par l'activité manufacturière. Alors il y a une autre raison aussi pour laquelle elle se concentre, c'est qu'à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les autorités ont progressivement imposé le rejet des artisanats polluants et à haut risque d'incendie, par exemple l'huile d'aspic
ou l'huile de noix, la poudre par exemple, je parlais de la manufacture. Donc on a imposé à ces artisans de s'installer hors les murs de la ville. Vous savez qu'en ville, il y avait quand même beaucoup de constructions en bois, encore à l'époque, et donc c'était particulièrement dangereux. En effet, en ville, les voisins des fabriques subissaient de très gros désagréments dus aux pollutions des manufactures. Alors, les odeurs terribles, les vapeurs suffocantes, les fumées noires, les rejets des résidus artisanaux sur la voie publique. Et ils intentaient donc des procès contre les manufacturiers et la police menait des enquêtes. Ce qui nous permet, à nous, les historiens, de savoir ce qui se passait. Alors au XVIIIe siècle, j'insiste bien, au XVIIIe siècle, les magistrats ont éloigné de nombreux manufacturiers des centres habités et les ont confinés dans des espaces déjà marqués par la manufacture. À l'intérieur des remparts, la butte des Carmes et la zone nouvelle de la rue Bernard-Dubois, dont je viens de parler, appartenaient à ces espaces. Ça vous explique cette concentration. Les fabriques visées étaient les tueries, les écorcheries, les tanneries, les mégisseries, les corroiries, les fabriques de cordes de violon, de soufre et les fabriques à savon où l'on brûlait le charbon de pierre, par opposition au charbon de bois. Donc, le décor est planté. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'activités très polluantes. Les laveurs de laine. Alors, les laveurs de laine, il y en a une quantité très grande le long du ruisseau de la Joliette, comme je viens de le signaler. Ils employaient des bains d'eau tiède mélangés de savon, de cendre et d'urine pour enlever le soin qui protégeait naturellement la laine de mouton contre le dessèchement. C'est pas fameux. Un autre exemple, les tanneurs épilaient les peaux dans des cuves avec de la chaux. Alors, le problème de la cuve à chaux, je vais vous dire, au point de vue du rejet, c'est que ce n'est pas de la chaux en poudre qu'ils emploient, c'est la pierre avant qu'elle ne soit broyée. Et lorsqu'ils vidangent leur cuve, d'après ce que je comprends de la lecture des archives, eh bien, on répand tout en tas sur la voie publique. Alors, ce qu'ils font d'autre, ils utilisent des acides chlorhydriques et sulfuriques. Ils emploient évidemment le tan. Et ils font macérer les peaux avec des excréments de chiens et d'oiseaux, sans parler des bains de teinture. Les chapeliers. Les chapeliers récupèrent les poils des animaux. Donc, ils procèdent à des opérations de battage et ça dégage beaucoup de poussière. Mais ils effectuent aussi des bains très nocifs à base d'acide nitrique et de mercure pour améliorer le feutrage des chapeaux. Alors, c'est une technique qui a été importée de Grande-Bretagne et qui a permis aux Marseillais d'affronter la concurrence étrangère. Vous imaginez que c'est tout de même très dommageable à la santé des chapeliers à cause des vapeurs toxiques qui se répandent dans les ateliers. Et je précise aussi que le travail des chapeliers se déroulait beaucoup dans des étuves. Donc vous imaginez un peu l'environnement. Après, vous avez les ciriers et les chandeliers. Alors ceux-là, ils font fondre du suif, de la graisse. Ils font fondre du suif avant de mouler la bougie avec la mèche. Et ils ajoutent aussi des produits chimiques comme du cristal minéral pour clarifier le suif fondu. Alors attention, à la fin du XVIIIe siècle, on va changer de technique. En particulier, le grand chandelier marseillais Fournier, qui est établi derrière le chemin de la Joliette, est très ami avec Milly à Paris, qui invente la bougie stéarique. Et celle-là, elle est obtenue en mélangeant de l'acide stéarique dans une solution de savon à base de gras saturé. Alors, vous en avez d'autres, de la colle forte, par exemple. Pour obtenir de la colle forte, on faisait bouillir des rognures de peau ou de carcasse pour les réduire en gélatine.
La méthode la plus moderne consistait à extraire la gélatine contenue dans les os d'animaux au moyen de l'acide sulfurique. Pour fabriquer du noir animal, qui est quand même très employé, on triturait des os sous une meule, des meules comme celle d'un moulin à huile, par exemple, et la matière pulvérulente était alors placée dans des chaudrons en fonte bien fermés, posés sur des feux pour opérer la calcination en vase clos. En vase clos, enfin, ça ne va pas sentir très bon. Et enfin, la savonnerie utilisait du suif, de la soude fabriquée dans le quartier, et la soude empestait aussi le voisinage. Alors, est-ce que c'est tout ? Pas tout à fait, parce que aux fabriques anciennes de la putréfaction, donc que je viens d'énumérer, la tannerie, la chapellerie, le lavage de laine, la chandellerie, les fabriques de suif, de colforte, de noir animal, de cordes pour instruments de musique, qui sont fabriquées à partir de boyaux. Tout ça, c'est lié donc à l'exploitation des produits animaux. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'abattoir et le lazaret à proximité. D'ailleurs, sur le schéma, vous voyez comment vous avez une récupération des divers produits qui sortent de l'abattoir ou qui arrivent par le lazaret, et vous voyez aussi le système de remploi des produits. Parce qu'en fait, ces manufactures ont des activités connexes. Vous voyez par exemple la fabrique de noir animal qui va servir à la raffinerie de soufre. Vous voyez les débris animaux. Ça part en chapellerie, en os dégraissés, en agriculture. Et tout est exploité, jusqu'aux cornes et aux sabots des animaux qui servent à la tabletterie. Donc, à côté de tout ça, vous avez d'autres fabriques, les soudières, les verreries, les savonneries, les ateliers de potiers. Les ateliers de potiers, il y a deux problèmes. C'est qu'on risque toujours l'incendie et ensuite qu'on utilise des vernis qui sont particulièrement malodorants. Et vous avez aussi les produits fermenticibles et agroalimentaires, comme par exemple les amidonneries, la brasserie, la raffinerie de sucre. Alors, les amidonneries, il y en a pas mal dans le secteur parce qu'à l'époque, il y a 2 moulins dans la rue Bernard-Dubois. Et par le nord arrivent aussi les grains. Et il y a pas mal de marchands de grains. Et donc, il y a des amidonniers, puisque les amidonniers travaillent avec les grains. Et l'amidonnerie, ça sent mauvais parce que les grains, on les laisse dans des bains et en gros, il faut qu'ils pourrissent. Et ce qui est gênant pour les habitants, c'est que les amidonniers, quand ils ont fini, jettent le contenu corrompu, on va dire comme à l'époque, des tonneaux sur la voie publique. Alors la brasserie, je pense à la brasserie Velten, rue Bernard-Dubois, une brasserie qui est encore debout. Il commence tout petit, mais il finit très grand. Et les raffineries de sucre, il y en a des quantités. Mais c'est quelque chose que je vais développer. Alors, Jérôme l'a dit, moi, ça fait 11 ans que j'ai la chance de travailler en archéologie. C'est d'ailleurs à la suite de mes participations à des postes fouilles que j'ai développé ce sujet. Et je vais vous montrer que ce n'est pas seulement dans les archives, mais qu'on retrouve aussi des choses en fouille. Alors, chronologiquement, hors des remparts, dans la partie hors des remparts, vous aviez le chantier de fouille du tunnel de la Major, dont le responsable était Roger Boiron. Et là, on a découvert un dépotoir qui contenait de nombreux tessons, on va dire, de forme à sucre et de pots à mélasse. Donc, ça a rapport avec la raffinerie de sucre. Évidemment, c'est la fouille de la basilique paléo-chrétienne de la rue Malaval, dont le responsable est Emmanuel Moliner,
Et avant d'arriver à la basilique, il y a eu des couches supérieures. Et dans ces couches, il y avait un lavoir à laine, qui était un lavoir extrêmement important. C'était le grand lavoir à laine de la Joliette, dans lequel on a fait d'ailleurs passer pas mal du linge à désinfecter après la peste. En 3, vous aviez la fouille de la manufacture des poudres et salpêtres de la rue Bernard Dubois, dont la responsable était Ingrid Sénépard. J'en ai déjà un peu parlé. Et puis, en 4, la très belle fouille du boulevard des Dames, dont la responsable était Françoise Pahonne. Et là, on a découvert une tannerie qui avait d'ailleurs été rachetée par les fameux frères Vassal. C'était le domaine des Mauches, et puis qui a été rachetée par le raffineur de sucre Forbin-Janson en 1846. Alors cette fois, dans la partie à l'intérieur des remparts, il y a eu la fouille du parc des Phocéens, dont le responsable de fouille, ils étaient deux. C'était Lucien François Gantès et Manuel Molinaire en 1985. Et là, on a découvert des bassins, des cuves, des chaudières. En effet, dans le troisième quart du XVIIe siècle, une fabrique à savon avait été implantée dans les jardins de l'ancien couvent des religieuses de Sainte-Élisabeth. Alors, au rez-de-chaussée de la savonnerie Bossi-Magnan, on stockait la soude artificielle qui était fabriquée sur place et diluée dans quelques-uns des bassins retrouvés sur la rue Trigance. D'autres bassins servaient en revanche au séchage et au découpage du produit fini. En bordure de la rue Sainte-Élisabeth, d'autres bassins pouvaient être réservés au stockage de l'huile. Et au début du XIXe siècle, les sources mentionnent aussi une tannerie, tandis que la manufacture de savon prend une dimension industrielle. De toute façon, on va voir ça plus en détail. Et enfin, non pas enfin, en 93, vous avez la fouille du Bon Jésus, îlot 39, dont le responsable de fouille était Patrick Reynaud. Et là, les archéologues ont retrouvé des cuves contenant des objets en cuir, ce qui indique qu'une tannerie s'était établie sur cette parcelle. Le numéro 3, ça correspond à la fouille de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Remède, dont le responsable de fouille était Benjamin Michaudel, qui a travaillé avec Lucien François Gantès. Alors, une partie de la chapelle a été excavée en fouille. Je crois que je devrais peut-être changer de diapositive. Voilà, elle a été excavée en fouille. Et dans la partie qui n'a pas été excavée, on a pu retrouver qu'il y avait eu des déchets de manufacture. Et manifestement, il s'agit d'une tannerie parce que moi j'ai repris un peu la propriété des Trinitaires et j'ai regardé ce qu'on avait fait de leurs biens après la vente en 1777. Alors vous voyez que vous avez 2 îlots bâtis à la place de l'église et puis tout autour de la chapelle du Bon Jésus qui est toujours debout, vous avez en effet une tannerie, une savonnerie au nord et ce qui est indiqué à partir des matrices du cadastre napoléonien, c'est que vous aviez une remise de tannerie au nord de la chapelle du Bon Remède. Alors c'est, je pense, la partie enfuie qui n'a pas été fouillée, dont on a une vieille carte postale qui représente, vous voyez ici, au moins 1 mètre de détritus. Voilà. Et enfin, encore une fouille magnifique, la fouille de l'immeuble de la Transatlantique, c'est-à-dire rue Jean-François Lecas, et là, dont la responsable de fouille était Anne Richier, en 2018. Alors, c'est une fouille qui a livré de nombreux matériaux, dont des tessons de forme à sucre et des pots à mélasse, qui témoignent de la proximité de nombreuses raffineries de sucre dans le quartier. Il n'y avait pas que ça sur cette fouille, mais effectivement, c'est ça qui nous intéresse à présent.
Alors, là, je vais passer assez vite. Dans le cadre d'un travail que j'ai fourni sur l'histoire des raffineries de sucre, j'ai été amené à cartographier les raffineries au XVIIIe siècle. Et donc, vous voyez toutes les principales raffineries de Marseille, début XVIIIe, qui sont là cartographiées sur cette carte. Elles ont en général pris la place des tanneries. Par exemple, la fameuse tannerie des Vassals avait été rachetée par des raffineurs. Là, à l'extérieur de la ville, donc chemin de la Joliette, vous voyez aussi par exemple Massot, Grandval qui sont établis. Et là, c'est un dessin qui est de Brochier qui fait des plans de ville. Et vous êtes donc à la porte d'Aix et vous voyez une savonnerie et une tannerie. Alors, avant, il y a quand même quelque chose, je voudrais revenir en arrière. Voilà, pour vous parler un peu d'évacuation des déchets. J'aurais peut-être dû remettre cette diapositive dans la film, en fait, ça fait rien. Ils avaient compris que ces déchets, il faut les évacuer et c'est pas évident. Alors, je regarde mon pointillé, là, qui est dans la rue Sainte-Claire. Je vous ai montré les cartographies. C'est évident que vous avez toutes sortes d'activités, toutes polluantes les unes que les autres, établies de part et d'autre. Alors, il avait été décidé de faire un égout privé qui était normalement à la charge des manufacturiers qui utilisaient cet égout. Alors, le problème, c'est que comme il était privé et à la charge des manufacturiers, les dépenses d'entretien, notamment pour le curage, étaient aussi à la charge des manufacturiers. Or, certains ne payaient pas. Alors, les autres se sont lassés de payer à la place de ceux qui ne payaient pas. Et finalement, l'égout est tombé en désuétude, il était constamment obstrué. Et pendant très longtemps, jusqu'au XIXe siècle, la puissance publique n'a usé d'aucune contrainte envers les propriétaires privés. Alors le résultat, c'est que lors des grandes pluies automnales, un ruisseau de déchets envahissait les rues et infestait tout. Mais vous lisez ça dans les archives, c'est absolument catastrophique. Et ces canalisations présentaient aussi un autre inconvénient, c'est que leur étanchéité n'était pas parfaite, malgré l'emploi de batoun, c'est un béton romain. Et ces égouts obstrués infiltraient les maisons et les rendaient parfois inhabitables, y compris les couvents. Et enfin, ces eaux usées pouvaient aussi provoquer un dégagement continu d'acide sulfurique lorsqu'elles passaient sur des terrains formés par d'anciens dépôts de savonnerie. Donc c'était très très incommodant pour le voisinage. Je n'ai pas le temps de vous lire les textes, mais c'est terrible. Donc je vais retourner. Ici. Et vous voyez bien que vous avez eu une constitution d'un secteur manufacturier qui est extrêmement dense. Donc il s'agit d'un espace qui est compris entre le Lazaret, l'Anse de l'Ours et la Butte des Carmes. La rue Bernard-Dubois aussi, qui est devenue au XIXe siècle un secteur industriel extrêmement dense. Oui, on peut dire ça, que les industries progressivement établies à l'extérieur des remparts, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré là autour du ruisseau de la Joliette, sont un prolongement de l'ancien centre de la Butte des Carmes qui est à l'intérieur. Ça correspond à toutes les cartographies que je viens de vous passer. Donc ces activités manufacturières sont beaucoup en rapport avec l'utilisation de sous-produits animaux putrescibles ou des matières fermentescibles. Bon, c'est très répandu, mais il n'y a pas que ça.
Et dans le même espace, c'est là qu'on va arriver à une troisième partie, voisiner aussi d'autres équipements publics qui étaient peu appréciés, comme par exemple les dépôts d'engrais et les cimetières. Et on va en arriver au problème des pollutions domestiques. Alors, le problème des déchets domestiques, bon, ils étaient peu nombreux encore à l'époque, parce que tout ce qui était produit, pratiquement, était recyclé. Par exemple, les chiffons servaient à faire du papier, et le boulanger vendait la cendre de son four pour faire la lessive. Les métaux, ben, ils étaient refondus. Par contre, il y a des déchets dits ultimes, comme les tessons de céramique, qui, eux, n'étaient pas réutilisables. De même pour les coquilles des coquillages, alors que les épluchures des légumes pouvaient finir dans la gamelle des animaux ou en compost. Bref, il y a très peu de déchets à l'époque. Les balayures étaient donc composées de ce que laissaient les escoubiers, c'est ainsi qu'on les appelait, qui ramassaient dans la rue le fumier. Alors le fumier, c'est de la paille, plus la déjection des milliers d'animaux qui traversent la ville. Parce que la ville, à l'époque, elle n'est pas aseptisée comme de nos jours. D'abord, il y a les gros animaux, il y a les chevaux, il y a les mulets, il y a les ânes. Et puis, les gens, ils ont des petits animaux comme des poules, des lapins. À mon avis, il doit y avoir quelques cochons qui traînent aussi. Donc, il y a des milliers d'animaux dans cette ville. Et ça fait du fumier. Mais vous allez voir aussi qu'il y a les déjections des humains. Et ce fumier, il permettait de fumer les champs. Et donc, en fait, c'était très utile parce que la qualité des sols du terroir était quand même très pauvre et ça permettait de les enrichir. Donc, c'était très recherché. Et il s'ensuit qu'il faut constituer des zones d'entrepôt de ces balayures, entre guillemets, à l'extérieur de l'enceinte des villes. Je dis des villes parce que ce n'est pas particulier à Marseille, il y avait à peu près 60 dépotoirs autour de Paris. Alors, c'est là que je reviens à mon schéma. Tout à l'heure, je vous ai montré les zones manufacturières et je vous ai rajouté le dépotoir. Vous voyez qu'il est boulevard des Dames. Boulevard des Dames, ça correspond exactement en face de la bouche de métro de la station de la ligne 2. Et je vous ai aussi figuré là-dessus le cimetière sur lequel je vais venir. Alors la question des dépotoirs, elle est très épineuse. Malgré les ordonnances royales des XVIIe et XVIIIe siècles, 90% des maisons marseillaises ne disposaient pas de fosses d'aisance. Donc en 1886, l'on estimait encore que 13 000 maisons ne disposaient que du caniveau pour se débarrasser des déjections des habitants. À partir de la Révolution, les autorités s'irritent vraiment de la situation et un service de la voirie voit le jour. Il est chargé de récupérer les tinettes, c'est-à-dire ce sont des fosses mobiles, et de les vider dans un tonneau juché sur une charrette appelée torpilleur. Alors, ces fosses mobiles, en fait, elles sont installées sous les escaliers, et puis il y a un tube qui les relie. C'est la fosse qu'on débarrasse et qu'on amène jusqu'au camion. La lecture des registres de délibération montre que la municipalité a éprouvé, mais toutes les peines du monde, à fermer le dépotoir du boulevard des Dames, qui suscitait des plaintes constantes, nombreuses, parce qu'évidemment c'était épouvantable. Et nous savons qu'il était encore en usage en 1835,
parce qu'il est désigné comme un cloaque pour les fumiers dans la consistance d'un acte de vente. Et sur le même terrain non clôturé, est toujours aussi en usage le grand lavoir public du quartier. Alors vous imaginez, vous allez faire la lessive à côté du dépotoir. Alors, les pollutions domestiques, toujours, c'est le maire Consolat, donc, qui a décidé en 1942 de faire ramasser les tinettes afin d'éviter le caniveau. Alors, leur emploi est progressivement généralisé quartier par quartier. Et le problème, c'est de savoir ce qu'on fait de l'embarrassant contenu du torpilleur. C'est comme ça qu'on appelait le camion. Alors, on pouvait évidemment le jeter du haut de la falaise de la Pointe de Portugal, qui est juste à côté des Catalans, avec les effets qu'on devine par grand vent. C'est encore une fois, j'insiste là-dessus, quelque chose qui est intéressant, parce que mélangé à la paille et régulièrement arrosé d'urine retournée, ça donne un bon fumier qu'on pouvait vendre aux agriculteurs dans le terroir. C'est exactement ce qu'on faisait au dépotoir, là. Dans les deux cas, la méthode s'avérait extrêmement polluante. Et la question n'a été résolue qu'avec l'avènement du tout à l'égout en 1885, après une épidémie de choléra, et malgré la fronde du lobby des vidangeurs, et les vidangeurs qui étaient très riches et très influents partout en France. Parce qu'encore une fois, c'est une richesse. Donc voilà dans ces pollutions domestiques. Et je vais terminer sur la question des cimetières anciens. Alors les cimetières étaient situés en pleine ville. Donc il en résulte que les surfaces destinées à l'ensevelissement des défunts étaient très exiguës. Ensuite, il n'y a pas de sépulture individuelle à l'époque, enfin c'est rare, les morts sont entassés pêle-mêle, les uns à côté des autres, les uns sur les autres, parfois dans de simples linceuls, et les fossoyeurs ne s'occupaient même pas toujours de bien recouvrir les morts. Et même les chiens arrivaient à déterrer les os et pour jouer. Ce qui fait que les terres étaient dites saturées. On disait qu'elles n'absorbaient plus les morts. Et les habitants préconisaient de répandre de la chaux sur les cadavres pour accélérer le processus de décomposition. C'était à un point tel que les puits étaient parfois empoisonnés par des infiltrations et l'odeur dégagée était insupportable. Donc vous aviez des habitants, notamment dans ce secteur du Panier, qui fuyaient leur maison pendant les chaleurs de l'été, parce que c'était totalement insupportable. Alors ça, c'est un dessin que j'ai repris, que j'avais fait quand j'avais participé à une post-fouille sur un chantier de Philippe Mélinant. Donc, effectivement, il vous présente les moulins, mais ce que vous voyez entre deux en vert, c'est l'emplacement de deux cimetières anciens, et c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive. Alors, les autorités, elles font curer quand même les cimetières, mais le résultat, c'est qu'on voit dans les cimetières des amoncellements d'ossements, parce qu'on a curé la terre, et apparemment, elle bat dessus. Hein. Donc, elles font procéder à ce que j'appelle avec un peu d'ironie les assolements, c'est-à-dire qu'il y a un cimetière qui est vraiment plus utilisable, donc c'est interdit d'aller y ensevelir qui que ce soit. On va le faire curer, pendant ce temps-là, on en utilise un autre. Mais il arrive au suivant exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il est saturé, donc on revient au précédent pendant qu'on cure, on s'en sort pas. Donc, la seule façon de faire, c'est d'établir un nouveau cimetière. Mais un nouveau cimetière qui soit quand même pas trop loin non plus des églises, parce qu'à l'époque, on n'y va pas en camion. Au cimetière, il faut porter la bière de l'église, le cercueil de l'église au cimetière. C'est une cérémonie, il ne faut quand même pas que ça soit trop loin de la ville. Donc, on décide d'aller s'installer
sur l'ancien cimetière de Saint-Martin. L'ancien cimetière de Saint-Martin qui va devenir le cimetière Saint-Charles après agrandissement. Alors, il y a énormément d'opposition à l'installation de ce cimetière Saint-Charles. Il faut dire que, normalement, la loi dit qu'il faut le mettre à une centaine de mètres des lieux habités, éventuellement 35 mètres. Mais ces 35 mètres, en partant des remparts, alors la municipalité, en fait, elle n'a pas la place, donc elle triche, et elle compte à partir des remparts qui ont été démolis. En réalité, ce cimetière, il est dans la ville. Alors, ce cimetière Saint-Charles, au moment où il est inauguré, tout est très propre, ça marche très bien. Mais il va y avoir des épidémies de choléra, la population augmente, donc il va finir saturé comme les autres aussi. Alors, si vous voulez, le problème avec les cimetières, c'est que les autorités urbaines et scientifiques craignaient par-dessus tout les odeurs méphytiques qui risquaient, selon la science balbutiante, de conduire à la mort, et donc on redoutait encore de nouvelles épidémies. Alors les épidémies dont je parle sont des épidémies de choléra. Je crois que je n'ai pas prononcé le mot, donc c'est des épidémies de choléra. Entre 1760 et 1840, sous l'influence de la pensée aériste et des découvertes de la chimie pneumatique d'Antoine de Lavoisier, s'était diffusée une sensibilité nouvelle, au moins chez les élites. Et l'entassement des corps dans les cimetières ou dans les hôpitaux hantait désormais les couches éclairées qui revendiquaient aussi l'attribution de tombes individuelles. Or, le cimetière Saint-Pierre avait prévu des tombes individuelles. Donc, on a créé ce cimetière. Alors, parmi les opposants, il y a une chose qui est assez amusante, et qui montre bien aussi la situation du développement urbain à Marseille. Donc vous voyez bien que vous êtes de l'autre côté de la manufacture des poutres et salpêtres. Je vous ai montré tout à l'heure des schémas qui vous montraient des cuves de savonnerie et de tannerie et tout ça. Et là, vous voyez que vous avez un petit espace avec quelques champs. Alors, c'est quelque chose qui appartient à Pierre-Honoré Roux, qui est député et chevalier de la Légion d'honneur, industriel à la Porte d'Aix. Donc, il est installé en face de la manufacture royale des poudres et salpêtres, et il a racheté 2 tanneries de grosses et petites pots avec le lavoir à laine à Jean-Lazare Bernard, et donc il mène une fronde contre le projet de la création du cimetière Saint-Charles de la municipalité parce qu'il conteste l'indemnité qu'on veut lui donner. Et pourtant, son industrie est très malodorante, puisque je viens de vous dire qu'il avait racheté des tanneries. Mais il use de son influence, il fait tout remonter jusqu'au ministère pour faire trancher le différend en sa faveur. Parce qu'il estime en effet que l'environnement industriel n'a pas du tout affecté la valeur mobilière de sa propriété. Et il réclame donc une indemnité substantielle. Parce qu'il avance que sa propriété est un domaine industriel mixte, qui n'est ni un domaine rural, ni quelque chose d'urbain, mais qui est un domaine, qui est un espace qui appartient à l'urbain, malgré la présence de petits vignobles, de jardins et de vergers, dont l'exiguïté ne permet évidemment aucune exploitation agricole, mais approvisionne agréablement sa table en fruits et légumes, tout en préservant l'ensoleillement nécessaire à son activité. Donc ça vous donne aussi une idée du paysage que vous trouvez à la Porte d'Aix. Il est fait à la fois d'habitations, d'anciennes bastides dont le terrain a été mangé par les manufactures et par tout ce que vous voulez. Donc ce cimetière Saint-Charles, on le supprime. En 1853, on crée le cimetière Saint-Pierre.
Et après que les habitants de Saint-Charles et de la Belle de Mai eurent adressé des pétitions pour obtenir la fermeture du cimetière Saint-Charles. Oh, mais là aussi, ça a été la bagarre, parce que certains ne voulaient pas non plus que ça ferme. Donc en 1865, toutes les inhumations se déroulaient désormais à Saint-Pierre, et le conseil municipal avait décidé l'année suivante qu'il n'y aurait pas de réouverture des caveaux avant 10 ans. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est un déplacement de la zone manufacturière plus au nord. Pourquoi ? En 1844, vous avez le déplacement du Lazaret de la Joliette à Arinques. Entre 1845 et 1852, la construction de la gare Saint-Charles. Entre 1847 et 1853, le déplacement des abattoirs à Arinques. C'est à peu près à l'emplacement qu'occupe la base de nos amis de l'INRAP actuellement. Entre 1847 et 1853, création du port auxiliaire de la Joliette. En 1855, extension des nouveaux ports. Entre 1862 et 1866, création de la rue de la République. Alors, toutes les manufactures que je vous ai montrées tout à l'heure sur la carte, qui étaient là, rue Sainte-Claire, c'est-à-dire en pleine butte des Carmes, est évident que la rue de la République les fait partir, s'ils ne sont pas encore partis. Bon, le résultat de tout ce que je viens de vous énoncer très rapidement, c'est que vous avez une création de nouvelles zones de relégation plus au nord, à Arinques. Et ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence parce que c'est très long. Alors on va voir le devenir de Saint-Charles. L'habitat s'est densifié et suite à la création des nouveaux ports que je viens d'évoquer, l'activité industrielle s'est développée à la Belle de Mai, donc qui est le quartier qui jouxte. Et la population de la Belle de Mai était déjà passée à 50 000 habitants en 1866. C'était une agglomération contiguë à la ville, où les plus importantes usines de Marseille, et notamment les raffineries de sucre, ainsi que de nombreux équipements publics, je pense à la caserne des douanes, je pense à la manufacture des tabacs, à la caserne militaire, à la succursale du lycée, tout ça a été construit. Or, la gare et le cimetière isolaient ce quartier. Et la communication s'effectuait par le boulevard national qui ne trouvait d'issue que par ses extrémités. Donc la municipalité souhaitait établir des axes transversaux pour dégager cet axe très fréquenté et très encombré, car le boulevard de Maupas, qui est le boulevard de Strasbourg, ne suffisait pas. Donc c'est encore aussi pour des raisons d'urbanisme, pas seulement d'hygiène, qu'on a supprimé ce cimetière. Donc il semble à l'évidence que cette zone de relégation soit devenue incompatible avec la ville nouvelle. En effet, en 1895, là j'avance un peu dans le temps, le maire Siméon Flessière prit la parole pour défendre le projet de mise en viabilité des terrains de l'ancien cimetière avec un emplacement réservé à la création de la faculté de médecine de Saint-Charles. Donc vous voyez donc très bien où il était situé. Et à ce moment-là, il déclare en conseil municipal ce qui suit et que je trouve intéressant. Marseille, la capitale du Midi, dont le développement tend de jour en jour à s'étendre entre les gares d'Arinques et de Saint-Charles, verra dans quelques années s'élever dans un quartier pour ainsi dire central des monuments scientifiques et des habitations propres et très aérées par une place, et disparaître enfin les résidus infects qui avoisinent la place d'Aix et le boulevard de la Paix, qui donnent une triste impression de notre cité aux voyageurs du monde entier qui sortent du hall monumental de la gare Saint-Charles. C'est de 1800
1995, mais je crois que des contenus un peu similaires ont été énoncés depuis. Alors, est-ce qu'il y a moins de pollution? À Saint-Lazare, on va voir, les épidémies de choléra avaient touché plus durement les habitants alentour du cimetière, sans qu'il fût possible d'en attribuer la cause à ce dernier, puisqu'il était fermé. Les partisans du cimetière avaient insisté sur la concentration à l'est de celui-ci des établissements insalubres, tels que les dépôts d'os et les fabriques de colle. Et c'est ce que vous voyez sur la diapositive que je vous montre à l'écran. C'est-à-dire que des activités, c'est l'âge d'or du chiffonnage, des activités qui sont encore des activités sales, insalubres, sont venues s'installer dans ce quartier de Saint-Lazare. Donc, ce qu'on peut dire de l'épidémie, c'est qu'elle a davantage, les épidémies de choléra, c'est qu'elles ont davantage touché les habitants, non pas à cause du cimetière, mais à cause de la présence de ces activités absolument insalubres. Ce qui s'est passé, c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis une heure, c'est que les manufactures qui voulaient s'installer en ville, les remparts sont abattus, en fait, allaient s'installer autour du cimetière parce que c'était le seul endroit où leur activité insalubre pouvait encore s'implanter. Donc, et ça fait que le cimetière, on le met parce que c'est aussi une zone de relégation, et comme c'est une zone de relégation, d'autres à court, enfin, on n'en sort pas. Le quartier de Belzins, je vais conclure rapidement, il est resté des industries, et par exemple la brasserie Velten, qui est toujours debout, et qui a fermé en 1939 seulement, qui a été une activité très importante. Et ce quartier de Belzins, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est apparu comme un quartier isolé, marginalisé, alors qu'en fait c'est un quartier central. Et parce qu'en fait il a servi de lieu de transit, puisque situé non loin de la gare maritime de la Joliette et de la gare SNCF. Alors je vous engage à aller lire ce qu'en dit Émile Temim, et qui est très intéressant. Je ne veux pas m'étendre parce que je veux finir là-dessus. Est-ce qu'on a lutté contre la pollution? Moi, je dirais que c'est un anachronisme. Jusqu'au XVIIIe siècle, les pollutions urbaines font l'objet d'un traitement olfactif global. Il s'agissait de débarrasser la ville des odeurs putrides et des miasmes funestes qui la menaçaient. Et le désentassement auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, comme l'éloignement, furent les solutions préconisées avant les découvertes pasteuriennes. D'une part, sous l'influence des théories aéristes, une nouvelle élite ne tolérait plus la proximité des morts, de l'excrément et de l'ordure, et d'autre part, les riverains des manufactures, de la putréfaction en particulier, bénéficiaient de la bienveillance des autorités judiciaires qui recommandaient souvent l'éloignement des sources de puanteur. Autrement dit, sous l'Ancien Régime, les juges sont compréhensifs. Mais si les odeurs nauséabondes provoquaient l'indignation, la pollution manufacturière ne suscitait pas la révolte, loin de là. D'ailleurs, mise à part celle du charbon de terre, dont la nature cronienne effraie parfois, la fumée ne rebuta que tardivement. Pour l'heure, ce qui est intolérable, nous dit Alain Corbin, c'est l'odeur de la putréfaction ou de la fermentation, non celle de la combustion. Quant à l'odeur des ateliers, à laquelle nous sommes si sensibles, ça n'intéressait pas alors les autorités politiques ni les autorités sanitaires.
Alain Corbin nous dit encore « Elle n'a focalisé que tardivement la vigilance olfactive. En outre, jamais avant l'Empire, elle ne sera incriminée avec la même virulence que l'odeur de la prison, de l'hôpital ou du cimetière. Il nous convient donc de nous garder de tout anachronisme. Ce qui terrorise, c'est l'odeur des corps entassés, non celle des corps en travail. L'atelier n'est dangereux que s'il dégage de mauvaises odeurs. Ici, puanteur et nocivité coïncident presque exactement. La nuisance industrielle ne se conçoit guère sans fétidité. On ne dénonce pas le bruit, très peu la fumée, du moins en France, mais sans cesse les odeurs. Même dans les manufactures où la putréfaction, pourtant si redoutée, intervenait, le danger n'intéressait ou ne menaçait que les ouvriers de la fabrique, entre guillemets. Or, l'ouvrier n'appartient pas à la sphère de l'hygiène publique en cours de formation. Donc, lutter contre la pollution, c'est un anachronisme. Après la promulgation du fameux décret de 1810 relatif aux établissements insalubres, dangereux et incommodes, la mise à distance ou l'organisation de principes de bon voisinage par des dispositions architecturales ou topographiques restaient les dernières solutions envisagées seulement lorsqu'il n'était pas possible de remédier aux nuisances de l'industrie par des moyens chimiques. Autrement dit, on est plus accommodant avec les manufactures au XIXe siècle qu'on l'a été au XVIIIe siècle. Parce que la mise à distance, à ce moment-là, s'effaçait derrière des logiques d'assainissement. On s'intéressait aux matériaux de construction des fabriques. Il fallait qu'ils soient bien étanches. On préconisait la construction de hautes cheminées avec des grilles fumivores. On préconisait la désodorisation ou la production en vase clos pour tenter de régler le problème. Et les industries gagnées par l'urbanisation étaient donc promises à un bel avenir. Alors ça ne veut pas dire qu'à Marseille, il n'y ait pas eu d'éloignement au XIXe siècle. Il y en a quand même une, mais pas beaucoup. Donc, dans l'esprit des autorités, vous voyez tout ce que je vous ai dit, l'installation des fabriques polluantes dans le secteur de la Porte-Nex et plus tard dans le secteur d'Arinques, participaient pleinement de la mise à distance d'activités jugées dangereuses, insalubres ou incommodes. Toutes ces industries étaient situées dans un quartier qui était au départ retiré. Évidemment, après, avec l'urbanisation, c'est plus vrai. Et donc, comme c'était retiré, c'était destiné à recevoir. Je l'ai montré, les ordonnances enjoignent à ces manufactures d'aller s'installer dans ce lieu. Donc, on leur dit d'aller là, sont progressivement chassés de la ville. Et donc, il y a eu quelques mises à distance. Par exemple, ce qu'on a refusé, c'est un projet de nitrière artificielle qui devait être installé aux abords des allées de Méan. Mais alors là, à côté des couvents, les lieux de promenade, tout ça, non, on y a renoncé. L'idée qui prévalait au XIXe siècle, c'était tout de même qu'il ne fallait pas entraver l'activité des industriels qui luttaient contre la concurrence étrangère et notamment contre la concurrence de la Grande-Bretagne. Alors voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Ce que je viens d'exposer a été développé dans un ouvrage que je vous montre en couverture. Et à côté, vous avez le sommaire. Personnellement, j'ai développé 3 articles et celui qui correspond le plus à la conférence s'appelle « Avez-vous le nez endurant ?» Je vous remercie. Merci beaucoup Annie Criani pour cette conférence vraiment passionnante. Sur cette question des pollutions, mais qui ne sont donc, si j'ai bien compris, pas appréhendées telles quelles par l'esprit de l'époque, puisqu'en fait, il faut, ou en tout cas,
sur le plan uniquement des pestilences, enfin des odeurs pestilentielles en fait qui sont très importantes et qui sont dégagées par ces industries. En tout cas, un grand merci et je recommande en effet cet ouvrage aussi sous la direction d'Ingrid Sénépard, qui est un ouvrage en effet passionnant. Voilà, donc je voulais aussi vous préciser que donc, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, donc que notre prochain rendez-vous aura lieu en fait dans le cadre des Journées de l'archéologie, Journée européenne de l'archéologie. Et en fait, nous vous proposons une conférence qui sera donnée par Benjamin Michaudel, une conférence sur en fait les dernières découvertes autour des fouilles de l'Anse des Catalans. Et donc ces découvertes permettront d'en savoir un peu plus sur ce site du XVIIe siècle à nos jours. Voilà, donc je vous recommande vivement de participer, cette fois en présentiel. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, de toute façon, la conférence sera évidemment diffusée numériquement. Donc je vous donne rendez-vous mardi 15 juin à 18h. Et donc cette conférence aura lieu un peu en amont des Journées de l'archéologie qui auront lieu tout le week-end du 19 et 20 juin, où nous vous proposons un certain nombre d'activités, des visites thématiques, des visites commentées, des visites de sites archéologiques, notamment le Pidum du Verduron, mais aussi le site du Bahut de Saint-Marcel, qui sont aussi 2 sites qui sont gérés par le musée d'histoire de Marseille, mais d'autres musées, comme le musée d'archéologie méditerranéenne, ouvrent ses portes à cette occasion-là et proposent aussi toute une programmation. Voilà, donc merci encore Annick, et puis j'espère qu'on aura le plaisir d'avoir une autre conférence prochainement. Voilà, donc à très bientôt et rendez-vous donc au 15 juin prochain pour notre prochain rendez-vous des Mardis de l'Histoire.